Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièces, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, 12 janvier 2022, on s'en souvient. Et justement, pour parler du tremblement de terre de 2010 et même revenir sur ce qui s'est passé récemment, c'était le 14 août dernier dans le Grand Sud où la terre a tremblé et a fait encore des dégâts, des pertes en vie humaine. Nous avons avec nous le professeur Éric Calais pour nous dire exactement où est-ce que l'on en est 12 ans après le tremblement de terre de janvier 2010. Professeur, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous encore une fois ce matin. C'est comme une tradition, je dirais. Quand c'est pas vous, c'est Claude Prepti, mais on est là quand même pour évoquer les dégâts, pour parler de la sismicité du pays. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Merci Wendell, c'est toujours un plaisir. Bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs de cette émission. Alors, deux premières questions. Vous vivez en Haïti définitivement? Vous avez choisi Haïti? Vous ne êtes pas encore naturalisé? Non, je ne suis pas encore naturalisé. En 2010, on m'avait proposé un passeport, mais ça s'est jamais concrétisé. Je blague un petit peu. Mais je suis en Haïti de manière permanente depuis 1 an et demi, probablement pour 2 ans et demi de plus. Dans le cadre d'une expatriation qui reste temporaire avec un organisme français pour lequel je travaille maintenant qui s'appelle l'Institut de recherche pour le développement, dont je profite de les citer, pour soutenir un certain nombre de projets qu'on met en place en Haïti, notamment avec la Faculté des sciences de l'Université d'État. Donc, avec aussi l'Université Quisqueya d'ailleurs. Vous vivez dans une maison parasismique en Haïti? Oui, je vis dans une maison qui est parasismique. On l'a fait expertiser, donc il n'y a pas de problème majeur à attendre. Les maisons parasismiques, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas être abîmées quand il y a un tremblement de terre. Mais une maison parasismique, c'est une maison qui ne s'écroule pas sur ses habitants. Et l'environnement est comment? Alors l'environnement est différent. Je suis dans un quartier dans le bas de Montagne Noire et il y a autour de ma maison avec un certain nombre quand on monte sur le Morne, des constructions informelles un peu classiques. Enfin, elles sont très, très jolies, elles sont très bien réalisées d'un point de vue esthétique. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais je les ai vues en construction, donc je peux voir ce qu'il y a derrière la peinture et derrière le crépi. Vous avez vu quoi? A été mis. On voit des blocs qui sont entassés de manière un petit peu anarchique, pas anarchique, mais sans renforcement structurel. Donc ce n'est pas de la construction parasismique, il n'y a aucun doute là-dessus. J'avais pris des photos pendant la construction et donc ça vous a gêné un peu? Mais c'est quelque chose avec quoi on est familier finalement, malheureusement, tristement, de voir qu'après 2010, finalement les leçons n'ont pas été apprises et beaucoup de constructions individuelles et autres ont repris les mauvaises habitudes, donc le mauvais sable. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement? Est-ce que ça vous a un peu angoissé, je dirais, de voir que les gens pourraient périr facilement si la terre arrive à trembler? C'est à la fois c'est un peu une déception, parce que ça veut dire que, en tant que scientifique, moi, Claude Prepti et d'autres personnes avec qui nous travaillons, nous n'avons pas pu aller, pour le moment, en tout cas, nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout de la chaîne et aller jusqu'à convaincre les individus qu'il ne faut pas qu'ils construisent leur cercueil, il faut qu'ils construisent une maison qui va résister, au moins sans s'écrouler, même s'il y aura des fissures, etc. Donc ça, c'est une déception, mais je sais aussi que le chemin est très long pour arriver d'un séisme majeur, surtout quand on part de l'état zéro, un petit peu comme on était en Haïti avant 2010, jusqu'à un pays qui soit particulière, enfin qui soit complètement protégée, surtout dans une situation politique, socio-économique telle qu'on la connaît dans le pays. Donc il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de colère aussi, parce que je me dis que quand même on parle maintenant pas mal
sur Le Point, sur Radio Télémétropole, dans d'autres radios aussi. On parle beaucoup des séismes. On a passé beaucoup de temps après le 14 août à en parler. Chaque 12 janvier, on en parle. Et puis, je vois assez peu d'actions concrètes pour vraiment aller au secours, parce que c'est ça, aller au secours des populations qui construisent comme elles continuent à construire. C'est bien beau de mettre des drapeaux en berne, ça coûte pas très cher, pas beaucoup d'énergie. Par contre, moi j'attends toujours avec un petit peu de colère et puis d'impatience les vrais programmes qui vont changer de manière structurelle les choses en Haïti sur la question du risque sismique. Donc, à partir de ce que vous nous dites, là, professeur Eric Calais, vous avez le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup d'actions entreprises pour protéger et prévenir des dégâts 12 ans après. Oui, alors il faut aussi rappeler un certain nombre d'actions concrètes qui sont mises en œuvre. On peut parler de ce que fait la protection civile, notamment en matière de communication, de ce que fait le Bureau des mines aussi en matière d'observation et de communication. L'université, on en reparlera j'espère tout à l'heure, fait un travail énorme, l'université d'État, enfin la faculté des sciences plus précisément, son laboratoire URGO sur ces questions-là. Donc il y a quand même beaucoup d'avancées. Mais pas assez. Elles ne sont pas à l'échelle. En tout cas, certainement pas pour les avancées opérationnelles, c'est-à-dire la construction, c'est ça qui est au cœur quand même du débat. Elles ne sont pas du tout à la hauteur de la menace qu'on connaît. Ça, c'est clair. J'ai posé cette question ce matin à l'ingénieur Claude Prepti. Dans l'éventualité d'un séisme, si l'on se trouve à l'intérieur de sa maison, quelle devrait être la meilleure réaction ou le meilleur comportement d'un occupant, par exemple ? Sortir précipitamment ou y rester, chercher un coin ou s'abriter, par exemple. Alors j'ai entendu, j'ai écouté dans la voiture en venant ici l'interview de Claude et sa réponse qui était une réponse excellente, c'est-à-dire qu'on aimerait qu'il y ait une solution et une seule, mais il n'y en a pas. C'est-à-dire que la conduite à tenir dépend du type de construction et d'où on se trouve dans la maison. Si on est sur le pas de la porte, avec la rue devant nous, quel que soit le type de construction, on court et puis on se met au milieu de la rue. Bon, si on est dans une construction... Et les pylônes électriques. Évidemment, on se met au milieu de la rue, mais au milieu de la rue, en essayant de s'éloigner du plus possible de ce qui peut nous tomber dessus, ça c'est clair. Donc on regarde son environnement et on fait attention. Si on est dans une maison qui est parasismique et dont on est certain qu'elle soit parasismique, là, on peut y rester en se protégeant, en se mettant sous une table, sous un lit, sous un meuble bien solide, parce que tout ce qui peut nous arriver, c'est qu'on ait quelques petits bouts de béton qui nous tombent dessus, ou la télé qui vole au travers du salon, donc des choses finalement qui sont anodines par rapport à une maison qui n'est pas qui s'effondre. J'ai entendu dire, professeur Calais, que la maison, même si elle est parasismique, elle finira quand même par s'écrouler si ça dure, si le tremblement de terre est d'une forte magnitude, par exemple. C'est pas vrai ? Non, pas nécessairement. Si elle a été construite suivant des normes qui sont adaptées au niveau de menace qui est connu, qui est calculé par les sismologues, à ce moment-là, elle résistera. Attention, résister, ça ne veut pas dire ne pas avoir de fissures. L'objectif d'une construction parasismique pour les constructions résidentielles, c'est que la maison ne s'écroule pas. Elle peut être très fissurée, sera peut-être à démolir après, mais au moins les gens qui sont à l'intérieur auront le temps de sortir. Ce n'est pas du tout le même cas que les constructions à vocation spéciale, comme par exemple les centres d'urgence, les hôpitaux, la police, etc., qui, eux, sont dans des bâtiments qui doivent rester opérationnels pendant le tremblement de terre et après. Donc là, c'est une autre classe de construction qui doit mettre en œuvre des mesures de protection supérieures. Est-ce que c'est sûr de rester dans sa voiture, par exemple, si on est dans la rue ?
Si on est dans la rue, oui, il n'y a pas de problème. Si on est dans sa voiture, la voiture elle risque pas de s'écrouler sur nous. Il faut que la voiture soit dans un endroit qui soit évidemment le plus dégagé possible, comme si on était à pied, des maisons alentours, des pylônes, des câbles électriques qui pourraient tomber, etc. Là, c'est si on est, par exemple, sur une autoroute qui est grande, qui est large, mais les petites routes étroites... haïtienne, par exemple. Alors, ça dépend ce qu'on appelle les routes étroites. Si on est dans une... je pense, il faut se mettre au milieu de la rue, qu'elle soit étroite ou pas étroite, et s'éloigner des bâtiments. C'est ça la règle. Et puis, il y aura des cas, effectivement, où bien on peut pas faire grand-chose. Si on est au 4e étage d'une maison qui n'est absolument pas parasismique, comme celle qui se trouve juste au-dessus de chez moi, et qu'on est en pleine nuit et qu'il y a un tremblement de terre important, là, il n'y aura pas d'évacuation possible et le risque d'écroulement est important. Et donc, voilà, il faut, comme le disait Claude Prépty avec raison, ce n'est pas ce matin sur vos ondes, ce n'est pas quand le séisme a lieu qu'il faut se poser ces questions. Il faut se poser ces questions avant. On sait qu'il va avoir lieu. On a encore eu le 14 août dernier. On sait que ça va continuer, on attend quelque chose sur Port-au-Prince. Donc c'est avant que ce séisme n'arrive qu'il faut se poser ces questions. Qu'est-ce que je vais faire ? Et est-ce que ma maison est bien construite ? Et si je construis maintenant, il faut absolument que je mette en œuvre des mesures de protection. Et comment j'évacue ? Si je suis un directeur d'école, qu'est-ce que j'ai prévu ? Qu'est-ce que j'ai prévu ? C'est maintenant qu'il faut y penser. C'est pas au moment du séisme. Oui. Voilà. Maintenant, vous avez souvent parlé de construction parasismique, mais j'ai l'habitude d'entendre aussi antisismique. C'est quoi la différence ? Alors, on utilise plutôt parasismique parce que antisismique, ça pourrait indiquer que ça annule le séisme. Voilà. Contre, ça va arrêter le mouvement du sol ou quelque chose comme ça, ce qui évidemment est impossible. Donc, c'est vraiment de la construction parasismique, donc qui protège par rapport au mouvement du sol. Il vaut mieux utiliser le terme parasismique, même si celui antisismique, ma foi, dans le langage courant, on a le droit de l'utiliser aussi. On va revenir au tsunami, par exemple. Vous avez certainement entendu la question posée à Claude Prépty aujourd'hui. On mettra combien de temps pour voir les premières vagues dans l'éventualité d'un tsunami après un tremblement de terre ? Oui, et là aussi, sa réponse était tout à fait était excellente. C'est-à-dire le temps dépend de la distance à laquelle on se trouve par rapport au tremblement de terre. Un tremblement de terre qui a lieu en mer, il peut avoir lieu en mer juste en face du Cap Haïtien, sur des failles qui sont à une dizaine de kilomètres de la côte. Et là, le temps de réaction, évidemment, il va être très faible. On aura une quinzaine de minutes. Si c'est un tremblement de terre qui a lieu beaucoup plus loin, qui pourrait avoir lieu, par exemple, de l'autre côté du bassin Caraïbe au Venezuela, là, on aurait 1 heure... quelque chose comme ça de délai. Et toutes ces choses-là, et donc là, on est capable, quand on a 1 heure de temps, s'il y a un mécanisme d'alerte qui est mis en place, et il y en a un sur le bassin Caraïbe, c'est le CEMANA qui est ici le dépositaire en quelque sorte de cette, pas seulement, mais avec la protection civile notamment, de cette technique d'alerte, eh bien on peut mettre en œuvre des mesures de protection, diffuser des messages et faire en sorte qu'au moins la majorité de la population s'éloigne des zones côtières, s'éloigne du littoral, de la plage et essaye de remonter. Et si ça se produit à minuit ou à 1h du matin au Venezuela ou en Floride, on est en plein sommeil. Oui, malheureusement, ni la science ni les technologies nous permettent de faire face à toutes les situations. Donc on peut toujours imaginer une situation qui soit la pire finalement. Dans ce cas-là, il pourrait y avoir effectivement beaucoup de zones côtières, de villages qui ne seraient pas peut-être mis en alerte. Ceci dit, je pense que je ne peux pas parler pour eux, mais il faudrait poser ces questions à la protection civile et au CEMANA. J'imagine qu'ils ont des mécanismes, ils ont des relais locaux
dans les départements qu'ils peuvent activer, donc des personnes à qui ils peuvent téléphoner si une alerte était lancée. Et à ce moment-là, si ça se passe au milieu de la nuit, il y aura sans doute plus de morts à déplorer que si ça se passait en pleine journée, mais on peut quand même essayer de minimiser les effets. On rapporte que que la mer avait reculé le 12 janvier 2010. C'était ça un tsunami ou évidemment il doit y avoir de grosses vagues pour parler de tsunami? Non, il n'y a pas besoin de grosses vagues. Dès qu'il y a... les vagues peuvent être invisibles à l'œil nu. Hein, on a des appareils, d'ailleurs, encore une fois, que le CEMANA met en œuvre, qui s'appellent des marégraphes, qui permettent de mesurer la marée. La marée, elle monte et elle descend quelques dizaines de centimètres 2 fois par jour ici en Haïti. Et sur ces marégraphes, on peut parfois voir des petites anomalies de quelques centimètres seulement, qui sont des tsunamis quand il y a des petits tremblements de terre. Mais, donc, le tsunami est lié au tremblement de terre. Le tsunami est lié au tremblement de terre ou au glissement de terrain. Au glissement de terrain sous-marin qui sont souvent déclenchés par des tremblements de terre ou au volcan sous-marin dans des régions qui sont volcaniques. Et la mer peut effectivement se retirer, ça arrive assez régulièrement, elle se retire puis elle revient. Un petit peu que voilà, c'est ce qu'on a vu le 12 janvier dans la zone de dans le sud-est par exemple. Ouais. Ça alors on a vu ça dans le sud-est, dans la zone de Jacmel en particulier. Je crois qu'en Sapitre aussi il y avait eu des observations. Et puis aussi dans la zone de Petit Goâve, il y avait eu aussi des Donc c'est à tort de croire qu'un tsunami c'est quand il y a de grosses vagues après un tremblement de terre. Là, on parle de vagues de 4 à 5 mètres et qui courent à 50, 100 000 à l'heure. Alors voilà, ça c'est un petit peu l'idée qu'on se fait parce qu'on a tous vu les images du Japon ou de l'Indonésie où ça s'est vraiment produit. Et donc là, mais ce sont des séismes, ce qu'on appelle des méga-séismes. Au Cap, par exemple, en 1842, c'était pas pareil? Au Cap, en 1842, alors c'est difficile de savoir parce que les archives historiques ne sont pas toujours très précises et parfois se contredisent un peu les unes les autres. Mais le chiffre qu'il faut retenir pour le Cap, pour ce séisme 1842, c'est environ 2 mètres. Attention, ça ne veut pas dire que ce sont des vagues de 2 mètres de haut. Ça veut dire qu'il y a eu 2 mètres d'inondation. Donc il ne faut pas imaginer non plus qu'un tsunami, ce soit nécessairement des grandes vagues qui arrivent sur le littoral et qui balayent tout sur leur passage. C'est ce que je croyais. Un tsunami, évidemment, il est parfois accompagné de grandes vagues, pas toujours, mais le tsunami, c'est d'abord une inondation. C'est une inondation très rapide, tellement rapide que si vous ne partez pas en courant, vous allez vous faire rattraper. Donc c'est ça qu'il faut imaginer, on l'a bien vu sur les images aussi du Japon et de l'Indonésie, c'est l'eau qui envahit une ville, qui envahit les rues, pas nécessairement de vagues, lentement, non, pas lentement, plus vite que vous pouvez courir. Donc la seule solution c'est de monter. Oui, c'est la question. Ou bien d'avoir eu l'alerte et puis d'être déjà parti en courant. De partir avant. Voilà, de partir avant. Mais on est tellement curieux, on aime voir avant. Oui, c'est une mauvaise idée. Il faut se dire qu'il vaut mieux regarder le tsunami ne serait-ce que de 5 mètres de hauteur dans un bâtiment qui ne se serait pas écroulé ou d'une petite colline que de le voir sur la plage. Vider les lieux. Vider les lieux, courir le plus vite possible. En voiture, à pied ou... Oui, en voiture, à pied si on peut. Alors après, évidemment, il y a des questions qui se posent en termes d'évacuation, parce que je ne sais pas si tout Cap-Haïtien prend sa voiture pour quitter la ville au même moment, par exemple, on peut imaginer les embouteillages que ça créera et la panique et puis l'inefficacité de l'évacuation. Donc c'est des choses là aussi qui se préparent et on revient à la même question que tout à l'heure. C'est pas le jour du tsunami qu'il faut être préparé pour le tsunami. Et je pense que si sur les séismes, finalement, il y a eu des efforts qui sont, à mon avis, assez faibles, sur les tsunamis, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour la prévention des tsunamis sous l'égide du CEMANA, de la protection civile, de tous leurs partenaires nationaux et internationaux. C'est une chance qu'on n'a pas eu de tsunami, qu'on n'a pas eu de méga tsunami le 12 janvier 2010. Non, c'est pas une chance, c'est logique parce que le type de faille qui a rompu le 12 janvier 2010 n'était pas
très propice à fabriquer un tsunami. Il faut des failles d'un genre particulier, si possible en mer. Là, la faille, elle était en grande partie à terre quand même. Donc le 12 janvier 2010, en fait, les tsunamis qui ont été observés dans la région les petits tsunamis, qui ont quand même fait 1 ou 2 morts, je crois, dans la zone de Petit Goave, ils étaient dus au fait que quand le sol a bougé, il y a certaines plages et certains deltas de rivières qui se sont en quelque sorte liquéfiés, qui ont perdu leur cohérence et qui ont glissé vers la mer. Donc vous imaginez une plage entière qui glisse tout assez doucement en fait, vers la mer. Donc elle pousse la mer vers l'extérieur. Et puis au bout d'un certain temps, donc de quelques minutes, la mer revient. Elle va un petit peu plus haut, puis après elle reprend sa place. Mais elle a quand même inondé de quelques dizaines ou une centaine de mètres le littoral, et les gens qui y sont ou qui y étaient, s'ils n'ont pas fait attention, ils peuvent être mis en danger. On a fait de son mieux, professeur Calais, pour ne pas reprendre les propos des dernières émissions. Jusque-là, oui, on a. Mais je fais confiance à votre professionnalisme. C'est pour vous dire que nous allons observer la pause et on reviendra avec d'autres questions. Merci encore une fois. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Éric Calais est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Docteur Éric Calais est notre invité ce matin à l'occasion du 12e anniversaire du tremblement de terre de janvier 2010, comme on le dit, et qui avait fait plus de 250 000 morts. Professeur, ce matin encore, il y a des gens qui évoquent la possibilité de tremblement de terre provoqué. Est-ce possible? Est-ce qu'on peut provoquer un tremblement de terre? On en a parlé après le 12 janvier 2010. On parlait des Américains qui pourraient faire sauter des bombes. Et on en parlait aussi le 14 août dernier. On a dit qu'on cherchait quelque chose et que ce serait donc une expérimentation américaine. Est-ce que théoriquement, ça peut être prouvé? Est-ce que, jusque-là, scientifiquement, est-ce que c'est prouvé? La réponse c'est non, et les personnes qui propagent ce type d'informations, moi pourquoi, à la limite on peut se dire, oui, pourquoi pas, pourquoi une bombe ne pourrait pas déclencher un tremblement de terre? Moi j'invite ces personnes à venir me voir, à venir voir des scientifiques, et puis à nous expliquer leur théorie. Et donc à prendre avec nous les équations qu'ils ont dû, j'espère, développer pour arriver à la conclusion qu'une bombe peut déclencher un tremblement de terre. S'ils n'y arrivent pas, ce qui sera évidemment le cas, à ce moment-là, il faut revenir à l'explication rationnelle, qui est l'explication, je dirais, géologique, tectonique, que l'on connaît très bien, que l'on sait mettre en équation et que l'on sait expliquer. Donc, c'est pas quelque chose qui est scientifique, qui tient la route scientifiquement. Alors après, il y a quand même une petite exception qu'il faut noter, parce qu'on en parle pas mal aux États-Unis, c'est les tremblements de terre qui sont déclenchés effectivement par l'homme lors de réinjection de fluides, d'eau en fait, dans des puits suite à l'exploitation de gaz de schiste. On voit ça beaucoup au Texas, en Oklahoma. Et là, on sait très bien que si on pompe de l'eau, on insère de l'eau à très forte pression en profondeur, parfois à 1 km de profondeur, on peut la déclencher des petits séismes. Mais ça, vous dites des petits séismes. Alors des petits séismes, pour le moment, le plus gros qu'on connaisse, c'est à magnitude 5,8. Mais il n'est pas exclu que des séismes plus importants puissent être déclenchés par ce type de procédé. Donc ça veut dire que, évidemment, c'est tout à fait... Oui, voilà, mais c'est tout à fait possible de déclencher des séismes par ce type de processus,
pas par des ondes émises par je ne sais quel radar qui se trouverait à Porto Rico ou par des bombes silencieuses des Américains. C'est toujours la faute des Américains, de toute façon, ces affaires-là, on le sait bien. Mais je ne vous apprends rien, vous avez entendu oui, j'ai entendu ça, mais pour revenir sur des choses raisonnables, effectivement, quand on fait des forages, qu'on injecte de l'eau à grande profondeur, donc pas à 1 mètre ou 2 mètres de profondeur, à des profondeurs qui sont de l'ordre du kilomètre, là, oui, on peut déclencher des séismes. Mais je ne pense pas que ce soit le cas en Haïti. Est-ce qu'on aurait intérêt à... Non, on n'aurait aucun intérêt à le faire, parce qu'une fois qu'on a déclenché un séisme, c'est très difficile de savoir jusqu'où il va aller. Est-ce que ça va être un tout petit ou est-ce que ça va aller jusqu'à magnitude 7 ou magnitude 8 ? Alors, quand on est dans une zone où les failles sont toutes petites, comme au Texas ou en Oklahoma, on va peut-être déclencher des séismes qui vont être limités à magnitude 5 et quelques. Mais quand on est en Haïti, sur un territoire où les failles font plusieurs centaines de kilomètres de longueur, ce serait évidemment complètement idiot de jouer à l'apprenti sorcier avec ce genre de technique. Maintenant, à partir de 2009, à partir du 14 août dernier, on assiste, peut-être c'était déjà le cas, mais on a comme l'impression qu'il y a une sorte de sismicité très, très, très active du 14 août à aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que mon impression est correcte, je dirais ? Oui, elle est correcte et ou fondée. Elle est correcte et elle est fondée. On observe bien une sismicité importante qui est parfois, avec des séismes qui sont parfois ressentis par la population dans les Nippes, en Grande-Anse notamment, donc dans toute cette région-là. Ce sont des répliques du tremblement de terre du 14 août. On a oublié peut-être que pendant des semaines, et en fait des mois, il y a eu des répliques du tremblement de terre du 12 janvier 2010, qu'on ressentait jusqu'à Port-au-Prince. Ça a duré longtemps. Alors, ça a duré en 2010 un petit peu moins longtemps que ce que vont durer les répliques pour le 14 août, parce que le tremblement de terre de 2010 était un peu plus petit en énergie que celui du 14 août. Donc c'est là aussi quelque chose de tout à fait... Vous êtes en train de nous dire que le tremblement de terre de janvier 2010 était plus important en termes de magnitude. Plus petit. Était plus petit en termes de magnitude que celui qu'on a connu le 14 août. Voilà, c'était un 7.0. Celui du 14 août dernier, c'était un 7.2. Donc il y a une différence en termes d'énergie d'à peu près 40%, donc supérieure pour celui du 14 août dernier. Et le moins de dégâts qu'on a eu dans le Grand Sud s'explique par l'occupation du territoire, le fait que le séisme a affecté surtout des zones rurales. Alors il y a évidemment quelques grandes villes comme les Cayes, Jérémy, ou d'autres villes moins importantes ou des villages qui ont été très affectés, mais enfin ça n'a rien à voir avec la densité de population et de construction qu'on a depuis, en gros, maintenant depuis les Hoganes jusqu'à Port-au-Prince. Donc, ou encore en résumé, on dira que plus la densité de la population est importante, plus les constructions sont anarchiques, plus on a la chance d'avoir ou encore d'enregistrer des dégâts importants. Oui, c'est vrai, mais ça c'est un grand classique, sauf si on est préparé, sauf si on a fait des efforts de construction corrects, parce que même, je répète souvent, mais c'est une évidence, mais qui n'est pas suffisamment répétée finalement, que même les constructions informelles peuvent être construites de manière parasismique. Même une petite boutique de Borlette peut être construite de manière parasismique pour pas grand-chose de plus, en utilisant des techniques de type maçonnerie chaînée. Le MTPTC a des ouvrages là-dessus, qui sont des ouvrages illustrés, qui sont tout à fait utilisables par des maçons. Des formations ont été faites. Il faudrait les systématiser, ces formations pour les boss maçons, pour que cette construction informelle, on sait bien que c'est l'essentiel de la construction en Haïti, soit elle aussi parasismique, pas seulement les grands hôtels et les grands centres commerciaux. L'épicentre était localisé où ? L'épicentre du 14 août dernier était localisé à l'Asile, tout près de l'Asile. Et mais un séisme ne se résume pas à son épicentre. Un séisme, c'est la rupture d'une faille, là en l'occurrence sur 80 km, en gros entre l'Asile et puis un petit peu au nord de Campérin.
Est-ce qu'on connaissait déjà l'existence de cette faille? Oui. Là, on est sur la faille de la presqu'île du Sud, donc on appelle aussi la faille d'Enriquillo, suivant les gens. Cette faille, elle est connue. Il semble, les premiers éléments indiquent que ce soit bien cette fois-ci cette faille d'Enriquillo qui est rompue, contrairement à ce qu'on avait vu en 2010. Mais est-ce que c'est cette rupture qu'on attendait? Oui, là, c'est une faille très bien cartographiée. Donc, c'est pas du tout étonnant que cette faille est rompue. Par contre, ce qu'on n'attendait pas, et là, ça, c'est le résultat quand même de travaux qui ont été faits par des collègues haïtiens, à partir de différents types de mesures. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'était que le mouvement sur cette faille est une composante de compression, alors qu'on attendait surtout une composante de coulissage. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu technique tout ça, ça ne nous intéresse pas, sauf que le mouvement du sol lors d'un séisme avec une forte composante de compression est supérieur au séisme équivalent qui n'aurait qu'une composante de coulissage. Donc ça veut dire que si on fait un calcul de danger sismique, parce qu'après on veut dimensionner des maisons, des infrastructures, il faut savoir si on doit s'attendre à des séismes en compression ou en coulissage, parce que le résultat n'est pas du tout le même en termes de quantité de mouvement du sol. Donc là, à chaque séisme, on apprend quelque chose, et ça, c'était une grosse surprise pour nous au mois d'août dernier. Est-ce qu'on se souvient de la dernière fois que cette faille avait rompu? Alors, on connaît dans les archives historiques un certain nombre d'événements qui ont frappé le grand sud de l'île ou du pays, 1701, 1770, 1751, 2 fois, mais on ne sait pas exactement où est-ce qu'ils étaient localisés. Et on n'a pas pour le moment, pu géologiquement, je dirais, détecter des séismes qui auraient eu lieu il y a 500, 1000 ou 2000 ans sur ces failles-là. Donc on n'a pas beaucoup d'informations, malheureusement, sur le calendrier sismique de ces failles. Donc la faille de Léogane, jusque-là, était inconnue, oui. en 2010. Là, on devrait encore attendre un siècle ou plus, au moins. Pour quelle faille? Pour la faille de Léogane, 2010. Ben, de 2010. C'est difficile à dire, mais on peut pas faire de prédiction de ce type-là, mais c'est sûr que la zone, une fois qu'une région donnée, par exemple la région, on va l'appeler la région de Léogane, avec la faille de Léogane, a été le lieu d'un séisme important, la probabilité qu'un autre séisme très important ait lieu dans exactement la même zone, elle décroît. Elle ne devient pas nulle, mais elle décroît. Par contre, la probabilité augmente sur les zones adjacentes. Donc ça veut dire qu'il faut bien se rappeler, on l'a dit en 2010, on le répète, mais je pense que ça rentre pas vraiment dans la tête beaucoup des décideurs en tout cas, que le séisme de 2010, il a finalement diminué l'aléa sismique dans la zone de Léogane, mais il l'a augmenté, enfin dans la zone on va dire Léogane-Gressier, mais il l'a augmenté vers l'ouest de Gressier. Vers l'est de Gressier, c'est-à-dire quand on va vers Carrefour et Port-au-Prince. Donc l'aléa sismique a été augmenté à Port-au-Prince par le séisme de 2010, et il a été aussi augmenté vers l'ouest, à l'ouest de Léogane. Donc un séisme, ça a une conséquence pas positive, mais en tout cas, ça libère de l'énergie, donc ça diminue la probabilité qu'il y ait de nouveaux séismes dans une petite zone donnée, là où la rupture a eu lieu, et puis, mais ça l'augmente sur les bords. Avez-vous le sentiment que nos autorités comprennent l'imminence d'un tremblement de terre majeur dans le Nord, par exemple? 1 ou 2 siècles, disons plus de 2 siècles après celui de 1842. Alors l'imminence, encore une fois, moi c'est un mot que j'aime pas utiliser. La possibilité d'un tel séisme, elle est là. Son imminence, on peut pas dire grand-chose sur l'échéance de temps, si c'est demain ou si c'est dans 10 ans ou dans 100 ans. Mais la possibilité, elle est là, elle est réelle.
alors, j'allais dire quelque chose, je vais le dire quand même, mais qui m'engage peut-être un petit peu, mais je suis un tout petit peu plus inquiet pour le Grand Sud que pour le Grand Nord en ce moment, parce que on voit 2010, puis 2021, donc 11 ans plus tard. Ces deux séismes, ils ont très localement diminué le danger, parce que les ruptures qui ont eu lieu, bon, maintenant ce sont des zones sur lesquelles il y a des répliques, mais la probabilité de grands séismes sur ces segments-là a diminué. Par contre, d'autres segments sont maintenant beaucoup plus dangereux. Donc ça veut dire qu'il y a des petites régions, on va dire la région Léogane ou Gressier-Petit-Goâve, on va dire, où l'aléa a diminué. Port-au-Prince a augmenté. La région entre l'Asile et Campérin a diminué, mais la région qui se trouve entre Petit-Goâve et l'Asile a augmenté. À l'ouest de Campérin jusqu'à Tiburon, ça a augmenté. Donc voilà. Là, vous parlez des risques qui augmentent. Je parle voilà, du danger qui augmente. Et donc globalement, il faut bien imaginer qu'on n'est pas dans un paysage statique. Le risque sismique, ou l'aléa, le danger qu'il y ait un autre tremblement de terre, dans certaines zones, il diminue. Quand il y en a eu un, dans d'autres, il augmente. Pourquoi je dis ça ? Parce que, du coup, quand on fait de la cartographie du mouvement du sol, ou quand on fait, par exemple, des exercices, prenons un exemple très concret pour le Grand Sud, un exercice comme le PDNA. PDNA qui consistait à quantifier les dégâts et les besoins pour la reconstruction, le relèvement et la reconstruction post-séisme du 14 août dernier. Eh bien, on ne peut pas faire ce genre d'exercice si on ne prend pas en compte cette réalité scientifique d'un aléa sismique qui change avec le temps et qui, globalement dans le Grand Sud, a légèrement augmenté. Voilà, si on veut quantifier pour le futur les besoins en termes de construction, d'écoles, d'hôpitaux, de maisons, etc., il faut prendre en compte cette réalité. Donc il faut qu'il y ait une intersection, une interface entre les scientifiques qui travaillent sur ces questions, qui ont des informations, et puis les opérationnels de la gestion du risque qui, eux, doivent prendre des décisions, y compris des décisions financières. Là, on apprend des choses ce matin. Vous êtes en train de nous dire qu'un tremblement de terre sur une faille peut aussi provoquer d'autres tremblements de terre sur la même faille. Ou bien sur la même faille, ou bien sur d'autres segments de la même faille. Or, avant, on voulait nous faire croire que plus la faille accumule de l'énergie, plus ça augmente les chances de rupture de la faille en question. Oui. Alors, il faut imaginer il faut penser à ce système un petit peu comme un verre d'eau qui est rempli. Ce verre d'eau qui est rempli, vous remplissez un verre d'eau à ras-bord, il est rempli. Donc l'énergie, elle est là, c'est le poids de l'eau dans le verre d'eau, c'est l'énergie qui est sur les failles. Et puis si vous ajoutez, mais il ne se passe rien. Votre verre d'eau, il est plein, il est devant vous, mais il ne déborde pas. On est d'accord ? Oui. Maintenant, vous ajoutez une goutte. Donc c'est un tremblement de terre à un endroit donné. Vous rajoutez une goutte, et vous allez faire déborder le verre d'eau. Donc il suffit d'une petite poussée supplémentaire pour que l'énergie qui est accumulée dans tout le système, sur des centaines de kilomètres de long, donc une petite goutte qui fait quelques dizaines de kilomètres de long dans le système, pousse un petit peu les alentours de la faille vers le débordement un peu du verre d'eau, donc vers un autre séisme. Donc ça, c'est des choses qui sont assez connues, qu'on observe donc en Haïti maintenant, mais qu'on ne sait pas, pour lesquelles on n'a pas de calendrier. On n'est pas capable de dire, voilà, la poussée induite par ce tremblement de terre, la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, là, elle est pour demain, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans. Maintenant, 10 ans après, quelle est la situation aujourd'hui en Haïti en termes de décision des autorités ?
De décision, j'ai du mal à répondre à la question. Je dirais que je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de décisions fortes qui a été prise. Je pense qu'il y a un certain nombre d'organismes comme le Bureau des mines, encore une fois la protection civile et d'autres qui travaillent de manière très ardue sur la communication face au séisme. Mais des décisions fortes, je ne sais pas s'il y en a énormément. On a en Haïti un code national du bâtiment haïtien qui est sorti en 2013, je crois, ou 2012, sous l'égide de MTPTC. Qui n'a toujours pas de cadre légal et pas près d'en avoir manifestement quand on voit la situation politique dans un futur proche. Donc il y a un beau livre qui fait presque 10 cm d'épaisseur et qui n'a pas de cadre applicatif. Bon, voilà, c'est ça la situation. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre, à mon avis, le problème, pas seulement du point de vue de ce que l'État peut faire, de ce que les autorités peuvent faire, mais je pense qu'il faut aussi que la société civile, en complément, vous pensez qu'il y a un rôle à jouer. Qu'elle peut jouer ? Elle doit avoir un rôle proactif à jouer. On le voit d'ailleurs dans un certain nombre de pays, pas seulement sur la question sismique, mais où l'État n'est pas toujours à la hauteur. Dans certains cas, le rôle de la société civile peut être aussi important, ou en tout cas très complémentaire. Donc sur la question sismique, eh bien comment je pense que... Alors, on est en train de faire une expérience avec les collègues de la Faculté des Sciences, du Bureau des Mines, et puis des collègues français, d'installer des petits sismomètres. On en a déjà parlé dans votre émission, des petites boîtes qui font 10 cm sur 10 cm. C'est un gros comme 3 téléphones portables empilés les uns sur les autres, donc c'est vraiment petit. De les installer, ils valent pas cher, ils valent $500. Donc on les achète, et puis on les installe chez des particuliers. On a un gros projet qui commence ce mois-ci. On va en installer dans des écoles, on va installer dans des associations, voire dans des associations laïques ou religieuses, ou dans des entreprises, etc. De manière d'une part à ce que nous, on ait plus d'informations sismologiques. Ces petits sismomètres, ils nous aident énormément. On l'a vu le 14 août, c'est grâce à ces sismomètres qu'on avait installés à titre pilote, à titre de test, qu'on a pu comprendre le séisme. C'est grâce à ces sismomètres qu'on sait maintenant suivre les répliques au jour le jour. Donc c'est vraiment fondamental. Et on veut aussi utiliser ces sismomètres pour impliquer les hébergeurs de ces appareils dans la perception de ce que peut être un séisme, de ce qu'il faut faire pour s'en protéger, apprendre d'eux les informations dont ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent des scientifiques, qu'est-ce qu'ils veulent comme information, qu'est-ce qui les intéresse. Donc essayer d'établir un dialogue d'égal à égal, en quelque sorte, entre la société civile, alors peut-être pas dans son ensemble, enfin en tout cas certains secteurs, certains individus ou groupes, et puis les sismologues, pour qu'on parlons de séisme. Mais comme ça, tranquillement, comme on le fait ici aujourd'hui, et parlons-en régulièrement. Et est-ce qu'on peut toucher, grâce à ça, une population plus large ? Ça va être utile aux scientifiques, aux géologues, aux sismologues, mais pas à la population en général, non ? Alors, on ne pourra pas du jour au lendemain atteindre toute la population, mais l'idée, c'est que si on implique, plutôt que... Le schéma classique, c'est lequel ? Le schéma classique, c'est celui qu'on est en train de mettre en œuvre juste maintenant dans cette émission, ou celui de ce matin avec l'excellente interview de Claude Prepty. C'est-à-dire qu'il y a quelques scientifiques qui connaissent qui ont de l'information et qui la donnent et qui essaient de l'expliquer à des citoyens qui écoutent en disant « Oh là là, c'est catastrophique » ou « là, c'est intéressant » ou « là, ça ne m'intéresse pas ». Ça, c'est la méthode descendante. Le savant connaît tout, ou en tout cas beaucoup de choses. Et donc, il partage son savoir vers le bas avec une population qui l'écoute ou qui ne l'écoute pas d'ailleurs. Il y a d'autres modèles qui sont possibles, notamment un modèle où le savant, qui n'est pas finalement nécessairement beaucoup plus savant que toute la population, mais en tout cas un détenteur d'informations scientifiques, interagit avec le grand public, on va dire. Parce que le grand public, par exemple, un exemple très clair, on s'en est rendu compte dans la phase test de notre projet, quand on montre à beaucoup de gens une carte du pays avec les séismes, ils ne comprennent rien. Pour le sismologue, c'est évident.
Les séismes, on les montre sur une carte, on met des points, on met des cercles ou des croix ou des triangles sur une carte. Ça nous parle. Mais pour beaucoup de gens, ça leur parle absolument pas. Donc il faut trouver des... Vous dites séisme, on les voit. Vous dites... Alors, sur la carte... Sur la carte, nous, on est capable de les enregistrer, de les localiser, de les mettre sur une carte et de montrer cette carte au public. Et pas au moment même. Pas au moment... Oh, quasiment. Quasiment maintenant, avec le système qu'on a mis en place en Haïti, ça prend en automatique quelques secondes, 3-4 secondes. Pour voir. Pour savoir où a eu lieu le tremblement de terre. Mais cette information-là, c'est une information... Ce que je veux dire, en fait, c'est que cette information-là, qui est évidente, dont l'interprétation, dans la compréhension est évidente pour le scientifique, elle n'est pas nécessairement évidente pour le grand public. Pour le commun. Pour le commun, voilà, exactement. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est quelle information leur est utile? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'on veut dans les écoles? Qu'est-ce qu'on veut à la protection civile? Quelle est l'information? Et donc, il faut établir un canal de communication d'égal à égal entre les scientifiques et puis les gens que nous servons, finalement. Mais ça, c'est rarement fait. C'est très rarement fait. Et le moyen de le faire, c'est de mettre le pied dans la porte, en quelque sorte, de la société civile en leur disant « Ah, attendez, on va discuter avec vous, et tiens, on vous donne un petit sismomètre. » Et puis on va établir un dialogue, et on va essayer de se comprendre les uns les autres. L'interprétation se fera facilement par les profanes, je dirais. L'idée, c'est d'aller vers... Ce sera pas facile parce que les profanes, il y a un spectre d'éducation socio-économique qui est extrêmement large en Haïti, donc c'est pas du tout évident. C'est pour ça que pour nous, c'est un projet de recherche, pas quelque chose qu'on va mettre en place de manière opérationnelle. Donc on essaye de répondre à une question: quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour établir ce dialogue et pour fournir des outils utiles aux citoyens, disons-le comme ça, de telle sorte que les citoyens, finalement, se sentiront plus imbus de cette question, plus pertinents, plus capables de l'expliquer autour d'eux, et puis plus concernés aussi par la question sismique. Donc il ne s'agit pas de leur faire un cours de sismologie. C'est pas ça du tout la question. Il ne s'agit pas de leur expliquer pourquoi il y a des séismes, mais c'est de les mettre dans la chaîne de la connaissance. Est-ce que le réseau... est constitué de beaucoup de petits sismomètres aujourd'hui. On en est à combien? On en est à 15 aujourd'hui, et on va en installer dans tout le pays, de Maule-Saint-Nicolas. Pourquoi seulement 15? Parce qu'on avait de l'argent pour en installer 15. Voilà, pour en acheter 15. Dans cette phase test, là, on a de l'argent pour en installer plus de 50. Donc, on cherche d'ailleurs des hébergeurs pour ces petites stations. Donc, s'il y a des auditeurs des téléspectateurs qui sont intéressés, je leur recommande de contacter Métropole et puis qui pourra relayer l'information vers moi. Nous cherchons des hébergeurs. Vous allez installer un d'abord chez nous et puis comme ça, on verra. Absolument, tout à fait. On fera de la publicité après. Et voilà, vous ferez de la sismicité en temps réel. En temps réel. Alors, je voulais aussi vous demander, est-ce que vous avez le sentiment qu'on est prêt aujourd'hui? Au prochain? Non, bien sûr que non. On n'est pas prêt au prochain tremblement de terre. Et on ne sera jamais prêt? Alors, je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut se dire que se préparer au séisme, c'est quelque chose de longue haleine que même les pays très développés ont mis des dizaines d'années à réaliser. Il a fallu plus de 50 ans pour que la Californie devienne quasiment, et encore, elle ne l'est pas encore complètement, parasismique. Donc d'abord une prise de conscience, on est exposé à ce danger, et puis après des scientifiques qui arrivent et qui l'expliquent, qui le mesurent, etc. Comme on est en train simplement de commencer à le faire, mais de bien commencer à le faire avec l'URGO de la Faculté des Sciences en collaboration avec le Bureau des Mines, et puis ensuite des mécanismes, alors là des mécanismes, je dirais, politiques, qui font que des mesures sont mises en place. Encore faut-il avoir la volonté politique de le faire. Et si on n'a pas cette capacité, je dirais, étatique de mettre en place des systèmes de protection, travailler avec la société civile directement,
en bypassant un petit peu les circuits étatiques, en allant directement du producteur au consommateur, en quelque sorte, en parlant et en discutant et en essayant d'expliquer pour augmenter le niveau de conscientisation. Dans l'état actuel des recherches scientifiques, on ne peut toujours pas prédire, on ne peut toujours pas prévoir. Non, on n'a aucun moyen de le faire pour le moment. Ça changera peut-être. Il y a certaines études montrent qu'il existe réellement des phénomènes précurseurs juste avant les tremblements de terre, mais ils sont extrêmement ténus, d'une part, donc très difficiles à observer. En général, il se passe en profondeur. C'est quoi? Alors, c'est ce que je vais appeler de la micro-sismicité ou de la nano-sismicité, donc des tout petits craquements qui se font à 10 km sous nos pieds, là où le séisme va commencer. Mais ils sont très, très difficiles à percevoir. Voilà. Alors, comment on sait que c'est possible? Parce qu'on a fait des expériences en laboratoire. On sait fabriquer des séismes en laboratoire. On prenait un morceau de roche et vous le compressez sous très forte pression et vous pouvez... Évidemment, à un moment donné, il va casser, il va éclater, il va bouger. Et on peut aussi voir ce qui se passe juste avant. Et on espère que ce qu'on observe en laboratoire à petite échelle est valide pour la Terre à plus grande échelle. Donc, il y a peut-être des pistes, mais elles ne sont pas pour demain, en tout cas, et certainement pas opérationnelles avant très longtemps. C'est pas une bonne nouvelle. Oui, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est important quand même de poursuivre ce genre de recherche. Non, face au séisme actuellement, c'est toujours la prévention qui est la règle d'or, c'est-à-dire avant le séisme, bien construire, se préparer, etc. Bon, on répète toujours un petit peu les mêmes choses, mais c'est ça qui marche. C'est ça qui marche aux États-Unis, c'est ça qui marche au Japon, c'est ça qui marche au Chili. Ça marche beaucoup moins dans les pays en développement parce que les capacités, souvent techniques, puis aussi financières, politiques, sont pas toujours réunies pour le faire de manière efficace. Voilà. Est-ce qu'on profite bien de la présence d'Éric Calais en Haïti? Bon, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Il faut poser la question aux collègues avec qui je travaille, notamment aux étudiants du master qu'héberge le laboratoire URGO de la Faculté des Sciences, donc qui est le laboratoire donc dirigé par le professeur Dominique Boisson et le professeur Simit, qui est maintenant, qui vient de temps en temps chez vous, qui est maintenant le responsable de ce master. Donc on voit qu'il y a une montée en puissance, que moi j'essaye d'accompagner de mon mieux en faisant des cours, en allant avec les étudiants sur le terrain, en conseillant mes collègues comme je le peux, et puis en essayant d'apporter de l'aide pour trouver des financements. Donc on a là actuellement la chance d'avoir plusieurs gros projets gros projets à notre échelle en tout cas, qui permettent d'alimenter ces recherches sur les tremblements de terre en Haïti. Merci infiniment, professeur Éric Calais. Nous étions contents de pouvoir vous écouter ce matin et vous poser des questions aussi. Merci infiniment. C'était un plaisir pour moi. Merci Wendell. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Calais était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt, madame, monsieur. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.